Il est temps à présent de jeter un œil sur le focus du jour. Il nous emmène à Porto Rico. L'île a été dévastée par l'ouragan Maria. Sa population est dans une situation dramatique. Les infrastructures ont été sévèrement endommagées. Seulement 5% de l'île est connectée au réseau électrique. Plus de la moitié des habitants n'ont plus accès à l'eau potable et beaucoup n'ont plus de moyens de communication avec le monde extérieur. Les Portoricains de citoyenneté américaine ont le sentiment d'être abandonnés par Washington, mais le président Donald Trump, sous pression, a fini par se rendre sur l'île avec dans ses valises des promesses d'aide financière et matérielle, une aide indispensable, comme en témoigne le reportage de notre envoyé spécial Gallagher Fenwick. Plus de 2 semaines après le passage de l'ouragan Maria, ses effets continuent de paralyser une bonne partie de la vie à Porto Rico. Durant ses 20 années d'expérience, en tant que maître nageur sur ces plages, Ryan Rodriguez n'a jamais vu un tel phénomène. Les bourrasques ont déraciné des arbres avant de les encastrer à l'intérieur de certaines des habitations. En bord de mer, elles ont aussi arraché des toitures. Le vent a tout emporté, il a tout démoli. Ici, vous voyez ce qui reste de la cuisine. Le vent soufflait tellement fort, sans doute à plus de 250 km/h. Comme tous ses collègues, Ryan a temporairement laissé tomber son activité professionnelle habituelle pour se lancer dans la construction. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir ramener la vie à la normale dans cette station balnéaire. C'est à l'image de ce qu'il se passe dans le reste de l'île. Maria est passée à Porto Rico il y a 2 semaines et aujourd'hui encore, seuls 5% de la population a l'électricité. À ce rythme-là, dans 6 mois, on sera à 50%, dans 8 mois à 75%, et il faudra probablement attendre 1 an pour que toute la population ait à nouveau l'électricité. Dans cette ville du sud-est, les autorités locales sont toujours en train de déblayer la voirie. Les pylônes en béton qui ont été pliés sont un témoignage supplémentaire de la puissance de Maria. Dans cette localité, beaucoup des résidents continuent de jeter des affaires qu'ils n'ont pas pu sauver. Je sors tout ce qui est mouillé et abîmé. En réalité, j'ai tout perdu. Tout. La gorge nouée, cet homme nous explique qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il va devoir aller vivre ailleurs. En montagne, la situation n'est guère meilleure. L'eau potable et d'autres biens de première nécessité restent difficiles d'accès. Néanmoins, certains choisissent de garder la tête haute. On ne peut pas rester assis, les bras croisés. Chacun doit se prendre en charge. Je vous ai donné l'exemple de la dame dont la fenêtre était entièrement cassée. Nous sommes allés la remplacer pour elle. Nous n'avons pas attendu que le gouvernement vienne le faire. Ça ne sert à rien de compter sur lui. Il a déjà trop à faire. Ce jeune homme veut nous montrer les stratagèmes ingénieux que lui et son père ont mis sur pied pour améliorer le quotidien de la famille. Les batteries de voitures sont régulièrement rechargées et utilisées comme source pour alimenter l'électroménager et les équipements vitaux dont la mère a besoin. Elle passe toutes ses journées dans une chaise électrique qui lui permet de changer de position et d'alléger la pression sur ses jambes souffrantes. Pour cette famille isolée, les épreuves quotidiennes sont nombreuses, surtout lorsque les médicaments viennent à manquer ou que les machines cessent de fonctionner. Le bien-être de la mère est entièrement dépendant de ces appareils. Ce tube se branche à l'arrière. Ensuite, vous enfilez le masque et ça envoie de l'oxygène dans vos poumons. Ces jours-ci, à Porto Rico, le système D est partout. Presque personne n'y échappe. Ces voitures sont garées sur le bas-côté d'une route qui passe près d'une des rares antennes relais à ne pas être tombée. Pour beaucoup, c'est le seul moyen d'avoir du réseau.
Normalement, ici, j'ai de la 3G. L'autre jour, j'ai passé 2 heures au téléphone dans la voiture. Je devais parler à une compagnie aérienne pour un voyage en novembre. J'avais les enfants avec moi. On était dans l'air conditionné. C'est juste comme ça. Par endroits, l'ouragan Maria a renvoyé les Portoricains aux pratiques d'un autre âge. Cette catastrophe naturelle est un coup dur de plus pour l'économie de l'île, déjà dangereusement endettée. Notre invitée pour ce focus est Audrey Célestine, maître de conférence à l'Université de Lille et spécialiste des relations entre les États-Unis, la France et les territoires d'outre-mer. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, quelle est la situation à Porto Rico? Elle était déjà très compliquée avant le passage de Maria, elle l'est encore plus aujourd'hui. Tout à fait, ça fait une dizaine d'années que l'île est en récession, avec l'objet d'une crise économique et financière extrêmement grave et importante, avec des conséquences assez terribles à la fois sur le budget du territoire, mais également sur la démographie. L'île a perdu près de 10% de sa population dans la dernière décennie. Il y a une véritable fuite, notamment des classes moyennes, des professionnels vers la Floride. Donc la situation, l'ouragan Maria a ajouté à une situation qui était déjà extrêmement compliquée. Alors, pourquoi il a fallu du temps au président Trump pour se rendre sur place? Les Portoricains sont citoyens américains, mais ils ont un statut assez particulier. L'île a un statut particulier, en effet. Il s'agit d'un territoire américain depuis la fin du 19e siècle. Les Portoricains sont citoyens américains depuis 1917, mais avec un territoire qui a changé de statut 2 ou 3 fois, qui n'est pas un État, qui n'a donc pas de représentant qui peut voter au Congrès. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de voix sur le processus législatif au niveau fédéral. Ils n'ont pas de représentants fédéraux. Mais les citoyens américains de Porto Rico peuvent voter lorsqu'ils se déplacent aux États-Unis. Il suffit de déménager en Floride, entre guillemets, pour pouvoir voter. Donc effectivement, il y a ce sentiment pour beaucoup de Portoricains d'être des citoyens de seconde zone. Et la gestion de la crise a globalement conforté cette impression, avec des remarques qui pouvaient paraître un peu déplacées de la part du président Trump, qui faisait référence à la dette avant de vraiment parler de la catastrophe humanitaire qui était en cours sur l'île. Et effectivement, un certain nombre de plaintes ont pu être émises sur le fait que, globalement, alors que l'ouragan est quelque chose qu'on peut prévoir, les secours sont arrivés relativement tardivement et dans des proportions qui sont moindres, par exemple, que pour le tremblement de terre d'Haïti il y a quelques années, qui avait mobilisé un certain nombre de troupes américaines. Alors, on a vu dans ce reportage une dame malade et l'évocation d'un manque de médicaments. Qu'en est-il de l'accès aux hôpitaux aujourd'hui? Alors, on estime qu'il y a près d'une 60aine d'hôpitaux qui fonctionnent à peu près sur l'île, mais avec des problèmes d'électricité assez conséquents, ce qui a quand même des conséquences importantes pour les personnes qui ont besoin d'oxygène, pour les dialysés. On a beaucoup de rapports sur le fait que pour les dialysés, la situation est extrêmement problématique. Et alors même que la situation s'arrange pour les personnes qui sont à San Juan, qui est la capitale de l'île, pour tout ce qui est des terres de l'intérieur, pour une île qui n'est pas si grande que ça, l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Donc il y a une minorité d'hôpitaux qui sont complètement hors service. En revanche, la situation sans air conditionné et avec des problèmes électriques très importants et des problèmes d'accès à l'eau potable sont clairement vont sans doute ajouter au nombre de morts sur l'île et en tout cas mettre les soignants dans une situation particulièrement compliquée. Alors justement, en France, depuis 2015, il existe un réseau de réservistes sanitaires, l'EPRUS, donc l'établissement de réparation et de réponse aux urgences. Est-ce que cela existe aux États-Unis et est-ce qu'il ne faudrait pas développer davantage ce genre de réserves sanitaires pour justement les territoires d'outre-mer qui sont déjà, vous l'avez dit, pour Porto Rico, un petit peu démunis par rapport aux autres régions? Alors, il existe une structure un peu comme celle-ci aux États-Unis, la DMAT, qui peut intervenir et ils sont en pleine intervention. C'est eux qui interviennent justement dans les hôpitaux, qui essayent de faire le lien parce que l'absence de communication est l'un des très grands problèmes. Et effectivement, le souci pour ces territoires, c'est que, outre la gravité du cyclone, c'est que ce sont des territoires insulaires. C'était un peu la même chose pour Saint-Martin et Saint-Barth pour la France il y a quelques semaines. Et donc, un acheminement des produits et des personnes qui est beaucoup plus compliqué et qui implique du coup
de penser les politiques publiques d'aide et d'urgence en amont. Donc il existe des structures telles que celles que vous évoquiez, mais voilà, il y a toute une manière d'appréhender l'urgence qu'il faut revoir pour les États-Unis. Est-ce que par exemple, dans ce cas, pour reparler des cas dont vous parliez, par exemple les dialysés, des évacuations sanitaires vers les États-Unis, ça pourrait être envisageable à Porto Rico? C'est déjà un peu le cas, notamment parce que les personnes se débrouillent d'ailleurs, parce que quasiment tous les portoricains ont de la famille dans la région de New York ou en Floride. Donc, mais c'est justement l'une des choses qui est le départ à la fois des malades quand ils peuvent être déplacés, parce qu'on ne peut pas nécessairement être déplacé quand on est malade, et le départ massif de portoricains de l'île est justement l'une des conséquences qui risquent d'aggraver encore la situation. Merci beaucoup Audrey Célestine, maître de conférence à l'Université de Lille et spécialiste des relations entre les États-Unis, la France et leur territoire d'outre-mer. Merci d'avoir répondu à nos questions.